Perso, j'aime pas les musées. Pourtant récemment, il y en a un qui m'a profondément surpris, et j'en suis sorti au bout de 2 heures, en me disant qu'il fallait beaucoup plus de temps pour en profiter pleinement. Alors qu'est-ce que c'est ce musée? À Meaux, à une cinquantaine de bornes de Paris, à l'est, se niche depuis 2011 un véritable bijou, que ce soit sur le plan architectural ou sur le plan culturel. C'est le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux. Et là où ce musée est très fort, c'est que moi par exemple, l'histoire contemporaine, c'est pas du tout mon dada. Pourtant le musée a réussi à me faire aimer ça. Comment? En me surprenant systématiquement là où je ne l'attendais pas. En 2 heures de visite, j'ai souri, j'ai eu la boule au ventre, la larme à l'œil, l'envie de vomir, parce que ça reste la guerre et une des plus hardes quand même, et à aucun moment je ne me suis ennuyé. Parce que du début à la fin, le musée lui-même vous accompagne dans votre visite, avec des bruitages, des chansons d'époque, des musiques, des sensations, ce qui vous permet cette immersion qui m'est si chère. Après, vous n'êtes pas obligé d'être un gosse comme moi, vous pouvez juste aller visiter ce musée de qualité sans vous poser de questions. Mais celui-là a vraiment un petit truc en plus. Déjà, l'arrivée elle-même n'est pas laissée au hasard. Écoutez. Des chants, des hennissements, des bruits de mécanique, un peu comme s'ils étaient encore là. Peut-être aussi déjà pour vous rappeler qu'ils l'ont été. On se dit toujours que la Grande Guerre, c'est loin, c'est Verdun, les tranchées, le chemin des dames, mais la guerre est venue jusqu'à Meaux en 1914 comme en 1918. Et quoi de mieux pour vous le rappeler que le monument américain de Frederick McMonnies, que l'on trouve derrière le musée, immense statue offerte à Meaux en 1932 par les États-Unis, en souvenir des soldats morts au combat. On est donc déjà plus que dans un simple musée, alors même qu'on n'est pas encore rentré dedans. Quant au musée, sa spécificité tient à 2 choses. D'abord, une étonnante et exceptionnelle collection d'objets, 50 000 pièces, la majorité appartenant initialement à un seul homme, qui patiemment les a réunis un par un, Jean-Pierre Vernet. Alors n'imaginez pas un milliardaire britannique excentrique et décédé, il est bien vivant, il n'est pas plus riche que vous et moi, il est du coin et il a accumulé ça toute sa vie par passion, mais genre partout, sous les lits, sur les armoires, etc. Ce qui peut paraître un brin excentrique, mais en même temps c'est grâce à des passions comme ça que l'histoire continue à être vivante. Et la deuxième spécificité de ce musée, c'est une scénographie hors du commun. Par exemple, l'expo permanente s'ouvre sur une grande salle circulaire, avec d'un côté une énorme fresque de Tardy, ce qui a quand même grave de la gueule et est très original. Pour ceux qui ne connaissent pas Tardy, c'est un brillant auteur de BD et illustrateur de BD, qui a notamment travaillé sur la Commune et la Première Guerre mondiale, évidemment. De l'autre côté de cette grande salle circulaire, en miroir de la fresque, une vidéo est projetée, et c'est là que s'ouvre la mise en scène. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire un voyage dans le temps, pour qu'avant même de rentrer dans l'exposition en elle-même, vous démarriez au meilleur moment pour comprendre les origines de la Grande Guerre, juste après la guerre de 70, qui a cristallisé en France une haine de l'allemand et un désir de revanche, annonçant les 40 années de tension qui suivirent, puis la Grande Guerre en elle-même. La contextualisation n'est pas toujours un exercice facile, mais là c'est un pari réussi. C'est aussi pédagogique que ludique, et vous voilà donc dans les meilleures conditions pour recevoir ce que vous offre le musée. Et quoi de mieux pour commencer que le clou de la collection, un objet inestimable, mis en valeur dans sa propre salle, juste après l'entrée. Un morceau de pain du siège de Paris en 1870. Bon, on rigole, mais en vrai, je trouve ça juste dingue de commencer une exposition sur la Première Guerre mondiale, sur tout le chemin fait pour en arriver là, avec un quignon de pain. C'est à la fois très osé, très original, super bien vu et symboliquement fort. Comment mieux résumer en un seul objet ce qu'ont vécu les Français d'alors et comment mieux expliquer le désir de revanche qui s'ensuivit? La mise en scène ne s'arrête pas là, puisque le reste du musée cherche à vous faire une boucle temporelle. Après la guerre de 70, au fur et à mesure que vous avancerez également dans le temps, regardant impuissant la montée des nationalismes, l'explosion de la poudrière des Balkans, l'inéluctable jeu des alliances se mettant en branle, et vous verrez même, moment très frappant par sa mise en scène, les soldats vous tournant le dos et partant pour le front au son des chansons. Vous y vivrez aussi l'ambiance des tranchées face à face grâce à une reproduction en coupe dans la grande salle centrale, des avions suspendus au-dessus de vos crânes, ou alors la promiscuité humide des abris, de part et d'autre du No Man's Land. Tout ça pour rattraper juste avant la sortie le monde contemporain que vous aviez quitté quelques heures plus tôt. Et en plus de cette boucle temporelle parfaitement mise en scène, le musée continue à vous réserver des surprises. Par exemple, il y a un couloir entier dédié aux femmes pendant cette guerre, à travers différents portraits tous plus uniques les uns que les autres. Et ce couloir, ils font tout le musée en deux, comme pour déchirer la virile image d'Épinal de la Première Guerre mondiale, en rappelant tous les rôles indispensables qu'elles ont joués et qu'on méconnaît encore trop aujourd'hui. On y verra aussi, accompagné de nombreuses et précieuses vidéos d'archives, des objets, dont certains qu'on pourra même toucher, preuve de la confiance et de la volonté pédagogique du musée, rappelant certains aspects peu évoqués de la Grande Guerre,
comme le sort des réfugiés déplacés en masse, la mobilisation des artistes dans les ateliers de camouflage, la musique improvisée dans les tranchées, etc. Ou encore des véhicules étranges, comme ce camion colombophile prêté par la Fondation Berlier et qui sert au transport des pigeons voyageurs. Parce que oui, les pigeons voyagent, mais en camion, c'est un peu spécial. Mais bref, des comme ça, vous n'en verrez pas 3 dans votre vie. Dans le genre, il y a aussi la cuisine mobile, véritable ancêtre du food truck, comme quoi on n'invente jamais rien de nouveau. Vous pourrez aussi constater, dans une légère envie de dégobiller, que malgré plusieurs siècles d'avancées technologiques qui permettent des armes toujours plus dévastatrices, il y a quelques bases qui ne changent jamais. On trouve aussi, impressionnant par leur mise en espace, de très nombreux uniformes côte à côte. Et loin de montrer uniquement les traditionnels uniformes français, allemands ou anglais, on prend vraiment conscience du caractère mondial de ce conflit. Polonais, suisses, portugais, sénégalais, indochinois, japonais, avec parfois des documents sur les personnes qui les ont portés il y a plus d'1 siècle de ça. Et ça laisse quand même quelques frissons dans le dos, croyez-moi. Autre choix étrange, mais que je soutiens à 200% parce qu'il est audacieux, des œuvres d'art contemporain sont disséminées un peu partout dans le musée, œuvres parfois un peu farfelues, mais ayant toujours un rapport plus ou moins direct avec la Der des Der. Et moi qui suis pas un fondu d'art contemporain, là je suis fan. La volonté derrière chacune de ces œuvres, expliquée à côté, m'a paru pertinente. Par exemple, il y a cette statue associant Saint François d'Assise et le jeune caporal Adolf Hitler qui cherche à comprendre quelle différence chimique permet un écart pareil entre autant de bonté et autant d'horreur. Mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. Ah, et j'oubliais le plus important, les enfants aussi en ont pour leur dose d'immersion. Ils peuvent essayer des copies d'uniformes, traverser un abri, écrire à leur famille, effleurer à peine un court instant ce que pouvait être le quotidien des poilus, etc. Et ça marche aussi pour les grands enfants. Voilà pourquoi j'en suis sorti au bout de 2 heures en me disant que j'avais pris une sacrée claque. Parce qu'il m'a pris de court, et pour redire ce que j'ai déjà dit, il m'a surpris là où je ne l'attendais pas, cassant l'image du musée catalogue, avec une scène audacieuse qui maintient le degré de curiosité du visiteur en haleine du début jusqu'à la fin. C'est un pari potentiellement risqué, au sens où ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais personnellement, je suis tombé sous le charme. Donc, un immense bravo à toute l'équipe de ce musée. Et j'espère que comme ce musée m'a séduit, et réconcilié avec les expositions, cette petite vidéo vous aura suffisamment titillé au point de vouloir aller la voir par vous-même.